Bonsoir à toutes et tous, bienvenue donc pour ce webinaire où on va donc voir en détail la théorie des enchères. Donc ici ce soir nous allons parler d'une représentation particulière des prix. Alors première information, chose très importante, il ne s'agit pas d'un indicateur technique, il ne s'agit pas d'un indicateur au même titre qu'on pourrait parler de RSI, de MACD ou que sais-je encore. Il s'agit d'une représentation des prix comme nous pourrions parler de chandeliers japonais, de Ekineshi, de Renko, de Kaji, etc. Point et figure et tout ce que l'on veut. Donc, c'est à classer ici déjà dans une représentation des prix, d'une représentation graphique des prix qui sera différente de d'autres représentations comme les chandeliers que vous devez certainement connaître. Donc, avant d'attaquer notre webinaire ce soir, un petit mot concernant WH Self Invest. Donc, il s'agit donc d'un courtier qui a été créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant, été créé par le W et le H, à savoir M. Varmousse et M. Hirtz, donc qui sont toujours à aujourd'hui en 2019, donc à la tête de leur société et qui président bien sûr à sa destinée. Self-invest, le concept du self-invest, c'est-à-dire tout est développé pour vous rendre la vie plus facile, pour vous rendre plus précisément le trading plus facile. Et là, c'est la mise à disposition d'outils de trading. Pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai encore vu une note interne comme quoi on avait une nouvelle stratégie qui était intégrée à NanoTrader. Donc, depuis 20 ans, on ajoute constamment des outils dans notre plateforme et justement, ce soir, on verra qu'en ce qui nous concerne et en ce qui concerne ce webinaire, on a justement fait évoluer la version initiale que l'on a disposée dans la plateforme pour désormais avoir beaucoup plus de souplesse et de possibilités avec justement cette représentation graphique de prix. Donc, nous allons donc parler de généralité. On verra le principe de construction. Ce qui est très important, c'est de comprendre quelque part comment on passe d'un graphique, on pourrait dire, traditionnel, hein, que ce soit un graphique en bougie japonaise, un graphique traditionnel, comment on arrive à cette représentation temps-prix, à ces représentations dites de profil de séance. Je dirais un petit mot aussi d'une stratégie, ou plus exactement du setup de la zone de valeur. Il s'agit justement d'un setup qui peut être sur lequel on peut miser quelque part, si bien sûr les conditions qui prévalent à la mise en place de ce setup sont réunies. Donc c'est toujours très important. On verra ça dans une partie un peu plus loin. Donc j'attaque le webinaire. Voilà. Donc première chose. Alors, généralité sur la théorie des enchères. Qu'est-ce que je vais vous raconter ici? Ce que je vais vous raconter ici, c'est en quelque sorte, je ne vais pas dire qu'il faut mettre à la poubelle, bien sûr, tout ce que vous savez, hein, c'est évident. Simplement, il faut faire un petit effort on pourrait dire d'ouverture d'esprit, faire un petit effort pour bien comprendre de quoi il s'agit et surtout on sort quelque part avec cette représentation graphique, on sort un peu de l'éternel combat acheteur-vendeur, de l'éternel combat haussier-baissier, je suis haussier, tu es baissier, etc. On va voir pourquoi. Parce qu'en fin de compte, on met en évidence sur le marché non pas justement deux catégories d'opérateurs, à savoir des acheteurs et des vendeurs, ou des haussiers et des baissiers, mais quatre catégories. Et c'est plutôt quatre groupes d'individus ou quatre acteurs de marché, et on peut les ranger effectivement en deux catégories, ces acteurs de marché. Et pour les séparer, pour savoir qui est qui, c'est très simple, on prend la frontière qu'est l'unité de temps jour. C'est-à-dire que tout opérateur, mais tout opérateur, qu'il soit physique, discrétionnaire, automatique, algorithme, tout ce que vous voulez, tout opérateur qui entre et sort sur une durée inférieure à la journée, hein, qui réalise une opération de fait intraday, on va dire c'est un local. Et tous les autres opérateurs, donc toutes les personnes ou tous les algorithmes ou tous les programmes ou tout ce que vous voulez qui intervient sur une unité de temps supérieure à la journée, on dira ce sont tout simplement les autres opérateurs. Voilà, on n'a pas été chercher bien loin. Donc de fait, il y a quatre groupes potentiels d'acteurs en permanence
des acheteurs et des vendeurs parmi les locaux et des acheteurs et des vendeurs parmi les autres opérateurs. Donc la différence qu'il y a également entre ces opérateurs, on va dire intraday et les autres opérateurs, c'est que nos opérateurs intraday, ils ont généralement moins de puissance de feu, j'aurais tendance à dire, ou plus exactement moins de capital, et ils seront, on le sait très bien, au plus on va sur les unités courtes, au plus on va vers le scalping, au plus les scalpeurs vont travailler des grosses tailles de position pour les tout petits mouvements, et bien sûr, ils ne vont pas tenir leur position s'ils sont invalidés au-delà de quelques ticks. Donc, par définition, les opérateurs qui font du day trading ont des stratégies sur la journée et ils ne sont pas là pour prendre des positions qui peuvent durer des semaines, sinon des mois. Par contre, les autres opérateurs ont des convictions plus fortes sur le moyen et le long terme et généralement, quand ils interviennent avec plus de capital. Donc, de fait, les gros décalages de prix qu'on appelle déséquilibre, ces gros déséquilibres de prix vont se produire à la hausse ou à la baisse, suivant un changement de perception de la valeur. Dit autrement, et pour bien expliquer tout ça, et pourquoi on parle d'enchères, on pourrait très bien dire que appliquer tout ce que je viens de vous raconter au marché de l'immobilier. Je vais chez le notaire du coin et je vais lui demander quelles sont toutes les transactions qui ont été faites en 2019 dans ma rue ou dans mon quartier. Je vais répertorier tout ça et je vais m'apercevoir qu'il y a une majorité de transactions, si je suis à Paris, qui se font autour de 10 000 euros le mètre carré, c'est assez médiatique en ce moment. Et il y aura, si on est dans un prix moyen, pourrions-nous dire autour de 10 000 euros le mètre carré, forcément, il y aura eu des transactions qui seront peut-être faites à 8 000 et d'autres à 12 000. Alors pourquoi à 8 000, pourquoi à 12 000? Parce qu'évidemment, il y aura des gens qui auront voulu à tout prix exercer qui auront à tout prix voulu vendre, style divorce ou autre, qui auront voulu libérer du cash tout de suite et donc qui auront vendu moins cher que le prix moyen parce qu'ils étaient pressés. Et d'un autre côté, il y avait aussi des gens qui étaient peut-être pressés d'acheter, qui voulaient à tout prix un logement ou un local pour faire du business, pourquoi pas, et ils ont mis le prix fort, ils ont mis plus cher que le prix moyen. Mais tous les autres opérateurs, toutes les autres personnes qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier sont plus ou moins conscients du prix moyen et attendre de faire une transaction dans le prix moyen. Donc, le plus d'opérations qui se font, c'est dans ce prix moyen. Donc, il y a un certain consensus sur la valeur et pour que ce consensus change, il faut que la perception de cette valeur change. Et quelque part, effectivement, si on a une nuisance qui apparaît, si on vous met un camp de migrants au milieu du 18e arrondissement à Paris, forcément, ça sera jugé comme une nuisance et les prix de l'immobilier s'effondreront à cet endroit. Si d'un autre côté, il y a une nouvelle ligne de métro qui arrive et qui dessert votre rue, par définition, ça sera un avantage qui viendra enchérir. Mais ces choses n'arrivent pas forcément tous les jours, mais quand elles se produisent, l'annonce, on a un changement brusque de perception de la valeur. Forcément, sur le marché de l'immobilier, ces choses se passent de manière peu fréquente. Par contre, sur le marché des boursiers, on peut considérer, des fois, on peut être 2-3 jours sans un changement de perception de la valeur. Et puis, il y a une réunion de banque centrale, il y a une réunion de ceci, une réunion de cela, un discours de ceci, un tweet de Trump, etc. Et on se retrouve avec un brusque décrochage ou une brusque accélération à la hausse parce que tout a été rebattu, les cartes ont été rebattues, il y a ce changement de perception de la valeur. Donc, vous voyez un peu le phénomène sur lequel on va maintenant se baser. Alors, pour représenter, je vous ai dit, c'était une représentation graphique qui, qui est différente d'autres représentations. Pour comprendre comment elle se forme, comment elle se fabrique, ici, j'ai fait une diapositive qui a 3 parties en quelque sorte. Tout à gauche, vous avez un chandelier, enfin vous avez un graphique en chandelier, on va dire traditionnel, en chandelier 30 minutes. Donc tout ceci, ce sont des chandeliers. Je pense que si vous suivez mon webinaire ce soir, c'est que vous avez peut-être déjà quelques prérequis en bourse ou en analyse technique. N'hésitez pas à me poser des questions au travers de la fenêtre de chat, comme certains l'ont déjà fait, enfin comme certains ont déjà mentionné qui m'entendaient, etc. tout à l'heure. Donc, si vous ne connaissiez pas les chandeliers. Donc, on part d'un graphique en chandelier où chaque symbole
dure 30 minutes. Dans mon exemple, dure 30 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'en 30 minutes, on a 4 informations, un plus haut, un plus bas, une ouverture et une clôture. Donc, suivant, bien sûr, ces niveaux, les chandeliers sont rouges, sont blancs, sont noirs, sont verts, sont ce que vous voulez, la convention qu'on veut, mais on a ces bougies. On va passer par une étape intermédiaire qui est au centre de ma diapositive maintenant, et on va remplacer quelque part chaque chandelier par tous les petits points, par tous les petits prix cotés. Donc, on peut dire que si on est sur le marché des futurs, chaque distance entre un point représente un tick, mais donc un pas de cotation. Et s'il n'y a pas de point imprimé dans la demi-heure correspondante, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange à ce prix-là. D'accord? Donc jusque-là, on a une représentation qui est, on va dire, très compréhensible, où on fait le lien assez facilement entre cette représentation éclatée ici et cette représentation en chandelier, où on voit bien que chaque segment, premier segment, c'est le chandelier rouge, deuxième segment, etc. On voit que le plus bas qui s'est fait ici en milieu d'après-midi, on retrouve le plus bas ici, etc., etc. Et donc, pour arriver à la représentation définitive, on va comprimer, on va faire une translation de droite à gauche, un petit peu comme si on jouait au jeu Tetris, c'est-à-dire qu'on va glisser tous ces petits symboles, là, ces petits carrés de droite à gauche, et on va les empiler en quelque sorte. De fait, aux extrémités du range de la séance, on voit qu'on peut en empiler un seul, parce qu'on a été une seule fois tout en haut là-haut, et on a été une seule fois tout en bas ici. Et donc ici, on aura ce qu'on appelle dans le jargon une simple impression, et où on va se retrouver à empiler le maximum de petites boîtes, on aura le fameux niveau d'équilibre, ce fameux niveau de consensus, niveau auquel le maximum de transactions s'est effectué dans la journée. Grosso modo, dans mon exemple ici, autour de 2906, c'était le niveau de prix auquel il était le plus facile de faire une transaction ce jour-là. Hein, donc, c'était la séance du 14-9-2018 dans l'exemple de ma diapositive. Mais donc, c'était sur ce niveau-là qu'il était le plus facile de faire un achat ou une vente. Par contre, quelqu'un qui voulait faire une transaction en dessous de 2898 n'a eu qu'une seule demi-heure dans la journée comme opportunité pour le faire. Et de la même manière, quelqu'un qui voulait faire un échange au-dessus de 2912 a eu également qu'une seule demi-heure où il pouvait le faire. Donc, on voit qu'effectivement, le niveau d'équilibre qui représente donc ce niveau où il y a le maximum d'opportunités temps prix qui se concrétise, et on a comme donc niveau très 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 important dont on va beaucoup parler et qui est le plus important, c'est ce fameux niveau d'équilibre qui est représenté ici par ce triangle bleu, et on a un trait rouge sur la gauche du profil qui représente ce qu'on appelle la zone de valeur. Et cette zone de valeur est définie comment? Elle est définie par 70% des échanges de toute la journée centrés sur le niveau d'équilibre. Voilà comment on définit la zone de valeur. Donc, certains logiciels identifient chaque niveau de prix par des lettres, et plus exactement, chaque colonne par une lettre. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'alphabet, A, B, C, D, E, F, etc. A la première demi-heure, B la deuxième demi-heure, C la troisième demi-heure, etc. Et ça représente ainsi une représentation avec la même chose que ce que j'ai montré juste avant, POC pour Price of Control, au niveau d'équilibre en français, VAH pour niveau de la valeur Value Area Height, ça veut dire zone de valeur supérieure et zone de valeur inférieure. Donc, c'est ces trois niveaux qui sont de très, 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 très loin les plus importants quand on aborde cette représentation temps prix. Donc, c'est vraiment les niveaux les plus importants qu'il faut comprendre, d'une part, et qu'on va utiliser dans différents setups, au travers de stratégies basées sur cette théorie des enchères.
Ce qu'il y a, c'est que ici, en matière de représentation de la théorie des enchères, en matière de représentation de cette représentation temps prix, il y a en fait 6 types de séances différentes qui peuvent se produire. Donc, toutes les séances ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas connue de la même manière tous les jours. Parfois, il y a une information très importante qui intervient la nuit, auquel cas, effectivement, elle est brusquement prise en compte dès 8 heures, et de 8 à 9, on va avoir une évolution de ce qu'on appelle l'IB pour Initial Balance, qui représente le range de la première heure, qui est ce trait bleu que j'ai matérialisé sur la gauche du profil. Et le trait rouge que l'on a vu tout à l'heure, qui peut être à droite ou à gauche, mais qui est toujours rouge, c'est la zone de valeur. Donc, comme information, comme élément supplémentaire, ici, à prendre en compte, on a cette Initial Balance pour zone d'échange entre 8h et 9h. Je dis 8h et 9h parce que j'ai l'habitude de travailler des marchés européens, donc c'est 8h et 9h sur les marchés européens de futur, ça sera 14h30, 15h30 sur les marchés américains de futur. D'accord? C'est l'heure qui précède l'ouverture du marché cash. Donc à Paris ou à Francfort, le marché cash, dit cash, ouvre à 9h. Et le marché des futurs ouvre, lui, 1 heure avant, de 8 heures. Donc, c'est de 8 heures à 9 heures où on parle d'initial balance. Et c'est de la position relative de cette initial balance et de la taille de cette initial balance dont vont dépendre les 6 types de journées différentes dont on peut parler au travers de cette représentation graphique. Alors, évidemment, pourquoi il y a différents types de séances et à quoi ça sert? Ça va surtout servir à adapter son trading. Typiquement, dans le cas de la journée numéro 4, qui est une journée directionnelle, où effectivement l'ouverture se fait dans ce qu'on appelle l'initial balance, mais on sort très vite de cette initial balance et on part soit à la hausse, soit à la baisse. Dans cet exemple, on part à la baisse. On a une journée directionnelle baissière, on peut avoir bien sûr une journée directionnelle haussière. Là, c'est une journée, quand on a cette information qui nous est fournie, c'est une journée qui est à ne pas conseiller aux scalpers, typiquement. Ça sera une journée avec peu de liquidité et beaucoup de volatilité, donc les ennemis du scalping, par exemple. À l'inverse, une journée qui est dite normale, mais qui est assez rare quelque part, c'est justement la fameuse journée où tout le range de la séance est contenu dans le range de la première heure. Alors, comment cela est-il possible? C'est justement possible, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, une nouvelle est connue dans la nuit et elle est intégrée dès l'ouverture du marché. Et en fait, de 8 à 9, toute la nouvelle a été prise en compte et il n'y a pas de nouvelle quelque part dans la journée pour venir contredire cette nouvelle et on va évoluer toute la séance dans le range de la première heure. Donc là, par contre, ça sera une journée qui sera très intéressante pour des day traders parce qu'ils auront tout de suite les délimitations du terrain de jeu de la journée. Donc, ils vont pouvoir généralement faire 2 types d'activités. Ils vont pouvoir tenter de trouver un point d'entrée sur le sommet du profil pour venir sortir sur le niveau d'équilibre et inversement acheter au plus bas du profil pour essayer de sortir de position au niveau d'équilibre de la séance. Donc voilà, il existe ce que vous avez besoin de connaître pour commencer à appréhender cette représentation graphique, c'est cette terminologie-là. Alors vous allez me dire, c'est encore des trucs qui sont imbuvables et difficiles à comprendre. Quand vous avez commencé à découvrir les chandeliers japonais, on vous a parlé d'étoiles du soir, d'étoiles du matin, d'arami ou que sais-je encore, d'avalement baissier, haussier, je ne sais pas quoi. Forcément, au début, c'était du chinois pour vous, en l'occurrence du japonais, mais progressivement, c'est devenu de plus en plus clair en pratiquant. Donc là, l'idée ce soir, c'est de débroussailler un peu tout ça, et il va falloir pratiquer, évidemment. On ne va pas remplacer, vous n'allez pas remplacer votre représentation de prix traditionnelle par celle-ci, mais les informations de cette représentation graphique de prix vont vous apporter une aide très appréciable, comme on va pouvoir le voir maintenant. Donc ici, j'ai fait une diapositive de transition.
où je montre les représentations graphiques, que ce soit Time Price Opportunity, on va parler de représentation graphique des prix, et Volume Profile, représentation graphique des volumes. Mais la chose est strictement faite sur le même principe, sauf que dans le cas numéro 1, on prend les prix comme information, et dans le cas numéro 2, on prend les volumes comme information. Alors, bien évidemment, on prend les volumes sur des marchés qui donnent les volumes. Si vous êtes sur CFD, vous ne pouvez faire que du Time Price Opportunity, il n'y a pas de volume, par définition. Mais si vous êtes sur Futur, pourquoi on prendrait les volumes? Parce que les volumes sont plus précis sur Futur et ils vont surtout servir beaucoup plus précisément aux scalpers qui, eux, interviennent au tick près. Si vous êtes day trader sur Futur, vous n'avez pas non plus un besoin ultra du volume profile. Maintenant, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Hein, c'est bien évident. Alors, je vais maintenant passer à, comment on appelle ça, à la plateforme. Alors, voilà. Voilà, comme ceci. Alors, hop, je remets la diffusion. Voilà, normalement, vous avez la plateforme. Bon, en l'occurrence, c'est la plateforme de Self-Invest, à savoir la plateforme de NanoTrader. Donc, avant de parler de cette représentation graphique de prix, il faut déjà ouvrir un graphique, ouvrir une étude. Dans le jargon de la plateforme, c'est ouvrir une étude. Donc, ouvrir un graphique ici. Je vais choisir par exemple le DAX. Je vais choisir le DAX. Bon, vous le savez, c'est des échéances trimestrielles. Donc, je vais prendre le DAX sur, comment on appelle ça, sur septembre, hein, puisqu'on n'est pas encore au 3e vendredi du mois. Donc, c'est toujours sur septembre qu'il faut s'intéresser. Là, je suis en 1 minute par défaut sur l'étude que j'ai ouverte. Donc, je vais me positionner en 30 minutes. Alors, pourquoi ces 30 minutes? Ces 30 minutes ont été définies par Peter Stedelmeier qui a créé cette représentation graphique en 1982. Donc, à l'échelle des connaissances du trading, c'est relativement récent, en 1982. Et ça a été créé à l'époque par le CBOT, marché américain, parce qu'il ne diffusait pas à l'époque les volumes, justement. Et c'est parti sur l'idée, au travers des prix, d'approcher la donnée du volume. Vous voyez, et vous le verrez maintenant en pratique, c'est assez voisin, donc un niveau d'équilibre des prix ou un niveau d'équilibre des volumes, donc on parle de VPOC ou de POC, donc dans les deux cas, est assez voisin. Vous le verrez dans la pratique. Donc, pour afficher donc le Times Price Opportunity, je clique ici sur le 3e petit icône pour ajouter un indicateur, bien que ce ne soit pas un indicateur comme j'ai dit, mais bon, c'est rangé dans la catégorie indicateur. Ici, on appelle cela donc Times Price Opportunity. Je le sélectionne et je peux le mettre soit dans une sous-fenêtre, soit le superposer au chandelier. Je vais commencer par le mettre dans une sous-fenêtre. On le superposera au chandelier après. Donc, alors volontairement, vous voyez, j'efface carrément les chandeliers. Oui, je dis bien, j'efface carrément les chandeliers. Je vais, par exemple, pourquoi il y a ces deux bandes jaunes ici? C'est parce que tout simplement, au-dessus, vous voyez, je suis zoomé là-dessus. Si je ne zoome plus, j'ai tout en jaune maintenant, vous voyez. Et si, par exemple, je zoomais juste la séance d'aujourd'hui ici, j'aurais juste ça en jaune. Voilà, vous voyez le principe. C'est juste pour expliquer. Vous allez me dire, mais pourquoi il a mis du jaune partout? Alors, on s'aperçoit, alors si je voulais commenter un petit peu ce qui s'est passé sur le marché depuis le dernier rebond, on va dire le 26 août, là ici, je zoome un petit peu et je vais m'apercevoir que, alors attendez, j'étais parti pour, voilà, depuis le 26 août, j'ai bien dit. Donc, on peut dire ici, hein, je vais me servir de cette représentation graphique pour commenter un peu ce qui s'est passé et expliquer au travers de cette représentation graphique qu'est-ce qui s'est passé véritablement au travers des prix et comment on pouvait interpréter tout ça.
Donc, premier cas de figure, nous sommes le 26. Le 26, on établit un niveau d'équilibre, on va dire, au niveau de 11 669. Donc, c'est le dernier cours de la séance. Non, pardon, le dernier cours est ici, autant pour moi. Donc, c'est proche du dernier cours de la séance et on a établi ce niveau d'équilibre. On s'aperçoit que le lendemain, le marché, par ce petit segment vert, il ouvre dans la zone du niveau d'équilibre de la veille et on a un niveau d'équilibre qui termine la séance encore voisin. Le jour suivant, le 28, c'est encore dans la même zone. Ce qui veut dire que si je devais matérialiser un petit rectangle ici pour les trois niveaux d'équilibre, à savoir, j'ai mis un petit rectangle ici qui matérialise les trois niveaux d'équilibre du 26, du 27 et du 28 août, on s'aperçoit qu'il y avait un certain consensus de marché autour d'une perception de la valeur quasi identique à quelques points près. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit le jour suivant, le 29? Le 29, si on ouvre toujours un petit peu en dessous, mais on ouvre même au niveau des niveaux d'équilibre du 26 août, on voit que après une première début de matinée, on a une accélération violente. Pourquoi je dis une accélération violente? Parce qu'on a ce phénomène de single print, de simple impression, c'est-à-dire que cette accélération a duré moins d'une demi-heure. Puisque ici, si je mets un petit cercle, là, vous voyez, je vais mettre un petit cercle et pour que vous puissiez peut-être mieux le voir, je vais le mettre ici en rouge, encore que ce n'est pas sûr. Vous voyez, le petit cercle que j'ai matérialisé en rouge ici, pour matérialiser cette zone de single print, cette accélération. Et cette journée, donc, le 29 août, il y a eu un changement de perception de la valeur qui est intervenu après 9 heures, qui est intervenu après l'ouverture du marché cash et qui a conduit à établir un nouveau niveau d'équilibre. Cette accélération haussière, ce déséquilibre haussier, s'est poursuivi le lendemain, 30 août, et le 30 août, on établissait cette fois-ci un nouveau niveau d'équilibre à cet endroit-là, au niveau des 11 944. Et de nouveau, ce niveau d'équilibre est resté, cette zone d'équilibre est restée valide, on va dire, 3 jours de nouveau. Donc, on a eu équilibre, déséquilibre, de nouveau un équilibre sur 3 séances, avant qu'un phénomène identique quasiment au 29 août se produise, où le 4 septembre, on s'aperçoit qu'on a de nouveau une ouverture de séance qui prend appui sur le niveau d'équilibre du 3 septembre et qui établit un nouveau niveau d'équilibre. Le lendemain, on continue d'enchérir à la hausse, ainsi de suite, et on s'appuie. Alors, une chose importante, chaque fois qu'une séance va s'appuyer sur le niveau d'équilibre de la veille, on peut être assuré que la hausse est relativement saine. Ou la baisse, à l'inverse, si le phénomène se développe à la baisse, bien sûr. Et sur ce qui peut nous intéresser maintenant, c'est en quelque sorte les dernières séances, et plus particulièrement la séance d'hier et la séance en cours. Donc la séance, alors je vais ici, mais plutôt ici. Donc je refais regardez un petit peu ici. Alors c'est ultra serré. Hein. Vous voyez que le niveau d'équilibre d'hier s'est établi à 12 210 et celui d'aujourd'hui, il s'établit, alors on est sur le futur DAX, ou, alors que je ne dise pas de bêtises, voilà le niveau d'équilibre ici, voilà, je vais carrément peut-être pas trop zoomer, voilà, je zoome de manière importante, vous voyez qu'il y a moins de 5 points entre les deux niveaux d'équilibre. 5 points à l'échelle d'un indice qui cote 12 245, en pourcentage, c'est vraiment très peu. Donc, le consensus est total entre hier et aujourd'hui sur la zone de valeur. En plus, la zone de valeur d'hier, si je la matérialise ici par cette ovale, ici, vous voyez, mais attention, je parle de la séance du 9, hein, pas la séance du 10, donc, enfin, pas la séance du 6 non plus. Donc, je parle bien de ce segment ici. C'est la zone de valeur centrée sur ce niveau d'équilibre. Aujourd'hui, autre zone de valeur, mais qui a tendance
à s'élargir. Pourquoi la zone de valeur s'est élargie aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une tentative de déséquilibre à la hausse pour aller sur 12 290 là-haut. Et il y a eu une réjection baissière assez forte. Donc, ça a enchéri jusqu'à au-delà de 12 290. Puis, on est revenu sur le niveau d'équilibre. Donc, alors, je suis juste en train de chercher un truc. Et actuellement, pardon, j'étais en train de chercher où on était actuellement. Actuellement, on cote bien sûr ici, hein, vous voyez, on cote sur les 12 266. Donc, on est actuellement à 12 266. C'est un niveau, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 opportunités temps pris alignées ici. Il y a eu 6 demi-heures dans la journée où il était possible de faire un échange dans cette zone-là. Et par contre, le niveau d'équilibre, lui, qui est à 12 215, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opportunités. Si vous vouliez, alors je suis en train de chercher, c'est pas ça. Alors je cherche, parce que chaud dynamique, c'est pas ça. Alors je suis en train de chercher. Voilà, split on-off. Ce paramètre-là, si on le change, c'est-à-dire que si de split, je passe en on cette fois-ci, vous avez ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, l'illustration de chaque demi-heure. Vous voyez, donc, si ce qui ne vous sautait pas aux yeux tout à l'heure au niveau du profil, on s'aperçoit que la poussée haussière et la réjection baissière est intervenue dans les 2 dernières demi-heures. Vous voyez, donc vous voyez un petit peu mieux que le niveau d'équilibre, il est avant tout la résultante de tout ce qui s'est passé dans la première moitié de la séance. Si je dis première moitié, la séance va jusqu'à 22 heures, donc première moitié ici. Et là, vous avez cette vue éclatée des prix. Donc après, je vais revenir à un petit peu à la théorie. Quand je dis la théorie, je vais revenir à ma présentation. Donc je reviens ici à ma présentation. Voilà. Et là, je vous parlais tout à l'heure d'un setup de la zone de valeur. Donc, qu'est-ce que c'est que ce setup de la zone de valeur? Il s'agit précisément d'une manière d'intervenir, d'une stratégie de trading qui a un préalable qui, pour pouvoir être travaillé, il doit y avoir en ouverture de séance un changement net de perception de la valeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ouverture de séance hors de la zone de valeur de la veille. Donc ici, si je regarde la séance du 17-6, ici, du 17 juin dans mon exemple, on s'aperçoit qu'il y a 2 traits rouges horizontales. Ces 2 traits rouges représentent la zone de valeur de la séance précédente, du 16, d'accord? Si vous avez une ouverture au-dessus ou en dessous de la zone de valeur, c'est-à-dire que donc, la condition, c'est on ouvre hors zone de valeur. Donc, ça veut dire, dès l'ouverture de séance, on remet en cause le consensus de prix qui est intervenu la veille. Hein, donc, et lorsque cela se produit, la tentation des prix, ça va être de revenir sur ce consensus de prix et de tenter de réintégrer la zone de valeur. Si ça se produit au travers d'une clôture à l'intérieur de la zone de valeur, à partir de ce moment-là, on peut ouvrir une position. Donc, on ouvre une position short si on a ouvert au-dessus de la zone de valeur et qu'on réintègre la zone de valeur, avec comme objectif la borne opposée de la zone de valeur et comme stop l'extrémité de l'initial balance. Donc ici, on a un stop, bien sûr, au-dessus du plus haut. On a un objectif sur la zone de valeur inférieure. Et on voit ici pourquoi j'ai pris cette diapositive et que je la conserve, parce qu'elle est super, elle est réelle, elle est sur le CAC 40, mais elle est intervenue 2 jours de suite. C'est assez rare, voire très rare, bien sûr, ce setup de la zone de valeur. Les conditions ne sont pas réunies plus que 2 ou 3 fois par mois,
déjà, vous voyez, ce n'est pas un setup fréquent. Quand il intervient, OK, il y a les conditions. Alors, ça peut être comme dans le cas du 18, là, on a l'entrée long, mais on est stoppé. On est stoppé ici, parce qu'on rentre et on est stoppé. Et on a une deuxième opportunité d'entrée, où cette fois-ci on entre et on sort sur un gain, puisqu'on réalise, on retraverse la zone de valeur. Donc tout ça, c'est basé sur le fait que à l'ouverture d'une séance, on va remettre en cause, enfin, c'est basé sur le fait, je dis bien, si les conditions de cette opportunité de trading sont réunies, c'est-à-dire si on ouvre effectivement hors de la zone de valeur de la veille, on va pouvoir s'interroger sur ce setup de la zone de valeur. Donc, c'est quelque chose que l'on a automatisé dans la plateforme Self-Invest. Donc, vous n'avez même pas besoin de le programmer ou autre chose. Si vous êtes intéressé pour le backtester ou autre, vous me contactez et je vous donnerai tous les éléments pour travailler avec cette approche. De manière générale, si vous avez besoin de me joindre, c'est très simple. Il y a bien sûr l'email. Je vous enverrai les quelques diapositives que je vous ai présentées ce soir. Je vous les enverrai sous forme d'un fichier PDF. Donc, vous pourrez déjà répondre à l'email que je vous ferai parvenir. Vous pouvez me contacter sur ce numéro de portable professionnel. Vous pouvez aussi, bien sûr, répondre à l'email ou me demander des sessions de coaching personnalisé que je dispense à toute personne qui ouvre un compte. Donc, voilà pour mes coordonnées. Pour me retrouver à Paris, on se situe dans le 9e arrondissement, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, au niveau de la rue Tête-Bout. Donc le petit point métro 7 ici, c'est le métro au niveau des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Métro 3, c'est le métro qui se trouve à l'Opéra. Donc vous voyez, on est en plein cœur du 9e arrondissement à Paris, à 4 stations de la gare de l'Est, donc si vous nous cherchez. Voilà, et on dispense des formations très régulièrement. La prochaine interviendra le 25 septembre avec Wim Levens, qui est un trader belge qui a mis au point donc une autre représentation graphique qui ne tient pas compte du temps, mais voilà, donc et qui lui convient. Donc j'ai bien ici, je vous demande pas ce soir de tout mettre à la poubelle les outils avec lesquels vous travaillez, mais c'est plutôt de vous intéresser, de vous interroger sur la pertinence de cette représentation graphique et l'aide qu'elle peut vous apporter. Donc, maintenant qu'on a fini la partie théorique, je vais passer aux questions-réponses, mais je vais interrompre l'enregistrement qui sera, lui, mis en ligne sur notre chaîne Facebook.